Un simple reportage télévisé de 4-5 minutes sur l'écran nécessite des heures et des heures de travail. Au niveau du tournage, au niveau du montage, une émission enregistrée nécessiterait des jours et des jours de travail. Qu'en est-il pour tout un système médiatique? Il faut vraiment un travail de recherche et il faut des experts en médias. Aujourd'hui, notre invité est Dr Sahara Ali, interprète, journaliste et expert en médias. Docteur Sahara Ali, vous êtes journaliste, vous êtes expert média, vous aviez eu une formation d'interprète et vous avez pratiqué l'interprétariat. Vous avez préparé une thèse de doctorat dans le domaine médiatique. Il y a beaucoup à découvrir dans votre monde. Suivons un ordre chronologique et commençons par votre formation. Ça a commencé par un concours. J'ai réussi le concours. Bon, je suis devenue journaliste à la radio, à la station locale des langues européennes, au programme français. Et c'était vraiment une période très intéressante et très enrichissante dans ma vie. Parce qu'à la radio, on apprend beaucoup de choses. Et surtout, j'imagine à ce moment-là, il y avait plus de formation pour les journalistes. Pour accéder au micro, c'est pas évident. On ne se lançait pas comme ça au micro d'un coup. On prenait des mois et des mois de formation pour pouvoir prononcer un mot à la radio. Et cette formation est capable de former et de donner beaucoup de richesse aux journalistes. Donc j'ai commencé ainsi à la radio. J'ai poursuivi la traduction. J'ai fait ma maîtrise en traduction et en interprétation. Et c'était le domaine médiatique et journalistique qui m'intéressait. Et c'est là où je fonçais vraiment parce que je voulais forger ma carrière dans ce domaine. Ensuite, bien sûr, puisque je travaille en tant que traductrice et interprète, j'ai fait une année à la Sorbonne, à l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, tout en gardant mon poste à la radio, puisque j'étais fonctionnaire et je le suis toujours. Après Paris et la Sorbonne, j'ai fait mon doctorat, mais j'ai choisi que ce soit purement dans le domaine des médias. Donc j'ai travaillé sur la culture et l'identité arabe à travers l'écran d'une chaîne satellite arabe qui venait de se lancer à ce moment-là et qui avait réalisé beaucoup de succès. Donc l'essence de la thèse était comment vraiment analyser la culture et l'identité arabe, peindre l'identité et la culture arabe à travers l'écran de la télévision. Donc c'est ça le parcours académique qui en même temps n'a jamais été l'unique parcours parce que je faisais plusieurs choses en même temps. J'ai continué à travailler en tant que journaliste, j'ai continué à travailler en tant qu'interprète jusqu'à ce que je suis devenue expert média et j'ai fait des rapports sur le marché audiovisuel et cinématographique dans 6 pays sud-méditerranéens. Et ça, c'était dans le cadre d'un des programmes de l'Union européenne, un des programmes de coopération de l'Union européenne intitulé Euromed Audiovisuel. Et c'était un projet, un des projets phares de la 3e phase du programme Euromed Audiovisuel. Et après avoir terminé vos études, vous avez commencé par la traduction, l'interprétariat ou la radio? Principalement parce que c'était au début des années 2000. C'était pas évident parce que je trouvais pas l'image, la vraie image de la personne arabe ou bien égyptienne ou de n'importe quelle nationalité arabe. Je la retrouvais pas sur l'écran, comme s'il y avait un décalage entre l'écran et la personne arabe. L'information qui concernait le monde arabe n'était pas vraiment
à date, là, c'était des programmes encore assez démodés, si l'on peut dire, entre guillemets. Il n'y avait pas le scoop, il n'y avait pas l'information 24 heures sur 24. C'était pas encore sur tous les écrans arabes comme c'est le cas maintenant. Et à ce moment-là, cette chaîne venait de se lancer et c'était comme la CNN du monde arabe. Et donc, il y avait un autre genre de l'information. Il y avait un accès à l'information du moment. On pouvait voir ce qui se passait dans tous les pays arabes et tous les pays du monde à travers un écran arabe. Donc, c'est ce qui m'avait intéressé pour travailler sur la télévision et sur l'identité arabe à travers cet écran. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait présenter la personne, l'identité et la culture arabe à travers un écran qui se prend, ou bien qui a été prouvé par le monde entier, ou bien déclaré en tant que la CNN du monde arabe. À la radio, ça a dû être vraiment passionnant. Comment ça a commencé? Finalement, en fait, le résultat, c'était plusieurs. Au début, moi, j'ai eu mon doctorat en 2004, donc jusqu'à ce moment-là, c'était encore le développement médiatique qui emportait. Comment présenter cette personne arabe, cette identité et cette culture à travers des programmes, que ce soit documentaires, que ce soit des programmes d'information, d'actualité, que ce soit des programmes politiques, économiques, ainsi de suite. C'était quelque chose de considérable, à mon avis. Mais avec le temps, la stratégie a différé. Moi, je parle toujours de l'écran sur lequel j'ai travaillé. La stratégie a différé. La stratégie s'est avérée plus une stratégie plus politique que toute autre chose. Et donc, je ne garde pas le même avis que j'avais il y a 10 ans sur cet écran. Par contre, les autres écrans arabes, si l'on veut dire en général, se sont nettement développés par rapport au début des années 2000. Et donc, par conséquent, l'identité et la culture arabe est plus évidente sur les écrans arabes qu'il y a 10 ou 15 ans. Votre thèse de doctorat a porté sur l'identité arabe reproduite ou projetée sur les écrans arabes. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à ce thème? À mon avis, on ne peut pas parler d'une seule identité arabe. On peut parler d'identité au pluriel arabe, mais sous un cachet d'une seule identité. Et par conséquent, on ne peut pas refléter une seule personne, un seul profil, et on dit que c'est ça l'identité ou la culture arabe, ou bien c'est ça, c'est cette culture qui présente le monde arabe, c'est cette musique qui présente le monde arabe. C'est des identités au pluriel avec des richesses vraiment variées et multiples qui représentent l'identité et la culture arabe. À votre avis, est-ce que la matière diffusée reflète réellement l'identité égyptienne? Bon, je ne peux pas dire que ça reflète l'identité égyptienne. Moi, quand on parle, là, on va parler de chaînes vraiment égyptiennes et de talk-shows égyptiens. Moi, je crois qu'à ce moment-là, vraiment, il y a un niveau de dégradation qui devient plus ou moins insupportable pour le téléspectateur même. Parce que le concept de talk-show tel qu'il est pratiqué dans les médias égyptiens est vraiment pathétique, entre guillemets. On ne peut pas vraiment supporter un animateur, présentateur à la télé qui reste à hurler pendant des heures. Et il est supposé parler avec des téléspectateurs, là. On ne trouve pas le niveau, sauf quelques cas d'exception, là, mais vraiment le pourcentage plus ou moins
À 90%, c'est des talk-shows qui deviennent vraiment insupportables et qui même s'ils œuvrent pour le maintien de l'état des choses en ce moment, pour que le pays soit stable et tout ce que vous voulez, d'accord, je suis d'accord, mais il y a toujours un style qu'on devrait bien pratiquer sur les médias. On ne peut pas sortir sur les écrans pour hurler, pour gronder les gens, même pour insulter d'autres gens, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être limitées sur l'écran égyptien. Ne serait-ce que pour refléter la vraie identité égyptienne, parce que quand vous marchez dans les rues, il n'y a pas vraiment les gens qui restent à hurler, comme les présentateurs à la télé, ils le font. À votre avis, d'où provient ce comportement? Est-ce que ça a commencé à cause de la révolution du 25 janvier 2011, quand tout le monde a commencé à parler de politique et quand il y a eu une certaine confusion entre l'activiste et le journaliste? Ou est-ce que c'est une évolution normale de la vie médiatique? Bien sûr que ça a trait au déclenchement de la révolution, ça c'est en partant. Et à la liberté des médias. On jouit en Égypte vraiment d'une certaine liberté au niveau des médias, que ce soit dans la presse, que ce soit sur les écrans de la télé ou bien à la radio. Il y a une liberté de la parole. Les gens peuvent parler maintenant. Mais il ne faut pas que les présentateurs ou bien les animateurs de ces talk-shows profitent de ça. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans aussi. C'est qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas une loi qui dirige les médias en Égypte. Par exemple, si un présentateur sort, il n'arrête pas d'insulter d'autres gens, il y aura une limite pour ça. Non, nous n'avons pas une vraie loi qui guide le domaine médiatique en Égypte. Et ça, c'est un grand handicap parce que chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Personne ne peut revenir lui dire « vous avez dit ça, c'est faux, il ne faut pas le dire ». C'est ça. Et donc, tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas une limite pour l'ambiance médiatique qu'on vit actuellement. À votre avis, est-ce que ce nombre énorme de chaînes est un atout ou un désavantage? C'est un atout, bien sûr, malgré tous les défauts qui animent le domaine médiatique, mais c'est un atout parce que l'Égypte, quand on a travaillé sur le recensement des chaînes médiatiques égyptiennes nationales et privées, elles ont atteint plus que 100 chaînes de télévision. Et ça, c'était en 2012. Vous pouvez compter après 2012 le développement qui a eu lieu et les nouvelles chaînes qui sont sorties depuis. Certainement, c'est un atout. Mais comment vraiment profiter de cet atout? Comment le déployer en principe pour pouvoir en profiter? C'est ça l'essentiel. À votre avis, est-ce que la radio a toujours sa place? La radio garde toujours sa place au sein de ce monde fou des médias, ou est-ce que ce nombre énorme de chaînes satellitaires a mis la radio à l'écart un peu? Au contraire, à mon avis, en Égypte, moi je parle au niveau égyptien, moi je trouve que la radio garde sa place. Je ne parle pas des anciennes stations, je parle plutôt des stations privées qui se sont lancées, ou bien de certaines stations radiophoniques de la radio-télévision de l'État qui se sont renouvelées et qui sont toujours présentes. Moi je trouve qu'il y a des gens qui écoutent plus la radio que la télé maintenant. La radio privée ou de l'État? Plus privée, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de radios privées aussi en Égypte. Elles ne sont pas nombreuses. Mais certaines radios de l'État se sont renouvelées et par conséquent, elles ont attiré les gens vers elles. Et en même temps, les quelques radios privées, elles existent et les gens aiment la radio, ont commencé à re-aimer la radio en Égypte. Et surtout avec tout ce qui se passe sur le plan de la télé, là, on veut s'enfuir d'une façon ou d'une autre et on trouve que la radio, elle répond à ses besoins. À mon
Cette expérience importante concernant l'observatoire et le projet de l'Euromed, un observatoire pour les médias et le cinéma dans les pays du sud de la Méditerranée. Tout d'abord, que veut dire un observatoire pour les médias et le cinéma? Un observatoire, bon, à l'instar de l'Observatoire européen de l'audiovisuel qui existe à Strasbourg et qui fait partie du Conseil de l'Europe, bon, c'est un organisme qui est censé chaque année suivre le développement des médias européens. Et par conséquent, il publie un rapport annuel comportant toutes les informations portant sur le marché de l'audiovisuel et du cinéma dans ces pays européens. Quand j'ai travaillé dans le programme Euromed audiovisuel et j'étais responsable du projet intitulé Collecte des données sur les marchés audiovisuels et cinématographiques sud-méditerranéens, l'objectif du programme en tant que tel, c'était réussir à créer dans la région sud-méditerranéenne une sorte d'observatoire à l'instar de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Donc un organisme capable de publier chaque année un rapport sur cette région du monde qui comprend toutes les informations nécessaires sur le nombre de films qui a été produit, sur le nombre de chaînes de télévision existant dans chacun des pays de la région, le nombre de programmes de télévision, les heures de diffusion, ainsi de suite. Donc un rapport complet et exhaustif sur le domaine audiovisuel et cinématographique. Et donc la mission durant ce projet était bien sûr prouver qu'il y a une information qui existe, qu'on peut donner aux gens, on peut leur dire il y a de l'information dans cette région du monde sur le domaine médiatique, parce qu'il faut dire que c'est vraiment un travail pénible d'accéder à l'information dans notre région, en ce qui concerne les médias ou en ce qui concerne le cinéma. Par exemple, les films, le box-office, combien il a réalisé. On ne peut pas avoir l'information facilement. Vous n'allez pas la trouver facilement sur un site internet ou bien vous n'allez pas facilement, même si vous allez à l'institution concernée, ce n'est pas évident que vous puissiez accéder à l'information. Donc le travail essentiel était de faire un rapport sur chacun des pays concernés par le projet pour peindre, si l'on peut dire, le marché audiovisuel et cinématographique. De plusieurs points de vue, tout ce qui a rapport avec le domaine juridique qui gère ces marchés-là, ou ces domaines, l'état actuel des choses, combien de chaînes de télévision qui existent, les heures de diffusion, et bien sûr, on a travaillé davantage sur les télévisions nationales, le service public. Et recenser également le nombre de chaînes de télévision privées, faire une liste exhaustive des chaînes publiques et privées dans chacun des pays. Ça aussi, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas le trouver facilement à travers l'écran de la télévision. On doit aller sur place dans les institutions concernées et à travers les conventions qui ont été signées, on peut accéder à l'information. Bref, les rapports ont été publiés sur ces marchés-là, audiovisuels et cinématographiques. Je rappelle juste qu'ils sont 6 rapports exhaustifs concernant 6 pays, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Et donc ces rapports sont supposés être la pierre de base pour la constitution d'une institution. On ne peut pas dire quand, on ne peut pas dire comment, parce que bien sûr ça c'est un grand projet et il faut que ce soit des États qui s'investissent pour le faire. Mais au moins, il y a une information qui existe sur ces marchés dans les différents pays.
Est-ce qu'il y a un observatoire pour chaque pays? Il y a un observatoire européen de l'audiovisuel. Il est concerné par la publication de toutes les informations concernant les pays membres de l'Union européenne, concernant les marchés audiovisuels et cinématographiques dans ces pays. Mais il n'y a pas un observatoire... Quand on parlait de l'observatoire, de l'idée de l'observatoire en général, c'était une idée d'un observatoire sud-méditerranéen. Ça veut dire qu'il rassemble tous les pays sud-méditerranéens et qui publie chaque année un rapport détaillé sur le progrès réalisé dans les marchés cinématographiques et audiovisuels dans chacun des pays concernés. Vous avez évoqué le terme progrès. Quelle est la définition de ce terme progrès dans ce contexte médiatique? Par exemple, si l'on parle du service public en général, que ce soit en Égypte ou dans les pays sud-méditerranéens, le service public, il souffre de plusieurs problèmes dans chacun de ces pays-là. Et par conséquent, on trouve qu'il y a des programmes qui sont annulés, il y a des heures de diffusion qui sont diminuées, il y a des budgets qui ne sont pas disponibles pour la production et pour le progrès de ces chaînes. Ou du service public en général. Et donc, par conséquent, c'est un des moyens de repère, de savoir l'état du service public et s'il y a un progrès ou pas, s'il y a un développement ou une dégradation. Sinon, si on n'a pas l'information, on ne pourra pas le savoir. En fin de compte, quel est le rapport entre le cinéma et les médias? En fait, c'est un rapport enrichissant, puisqu'en 2012, les chaînes publiques et privées dépassaient les 100 chaînes. Donc ça veut dire que c'est un domaine assez actif, riche, et il y a de l'investissement en ce qui concerne le secteur privé des chaînes satellites. Il y a de l'investissement parce qu'une chaîne, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a du mouvement dans ce domaine. En même temps, il y a une liberté d'expression vraiment qui bat son plein, si l'on parle de l'Égypte. Et aussi, il faut le dire, dans les autres pays sud-méditerranéens également, parce que, comme vous le savez, quand les révolutions ont eu lieu, il y a eu un certain déclenchement d'une liberté qui existe jusqu'à présent. Donc le côté de la liberté de l'expression, le côté du nombre de chaînes, de la variété des programmes aussi, parce que les programmes, on ne peut pas les comparer à il y a une dizaine d'années, comment c'était. Donc même la réalisation d'un programme, d'une émission télévisée a différé. Donc le domaine progresse. Mais on n'a pas, par exemple, des règlements qui régissent l'attitude des présentateurs. On n'a pas ça. On a une sorte de loi, bien sûr, pour lui. On a la loi de la radio-télévision égyptienne, ça c'est évident. Et on a les lois de l'investissement concernant les chaînes de télévision privées. Il y a la cité médiatique, bien sûr, qui gère qui gère, disons, le travail quotidien et annuel de ces chaînes-là. Mais pour le contenu, on n'a pas des lois qui gèrent ça. Profite de ce projet? Qui profite de ça? Les chercheurs, les travailleurs dans le domaine des médias, les investisseurs également, parce que si l'on parle du projet, le projet de collecte de données sur les marchés audiovisuels et cinématographiques, c'était un des projets du programme Euromed. Le programme Euromed, il a son objectif de coopération euro-méditerranéenne. Et le projet, il avait pour objectif de collecter ces données pour que ça existe, pour qu'il y ait des données de base
concernant ces marchés-là. La sensibilisation à l'information, la structuration du marché. On ne pourrait pas structurer un marché sans avoir les informations nécessaires sur ce marché. Et ce sont les objectifs principaux d'un tel projet. Bon, c'était une idée ou bien une envie ou bien un rêve qu'il y ait un jour un observatoire sud-méditerranéen de l'audiovisuel et du cinéma, à l'instar de l'Observatoire européen de Strasbourg. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, ça nécessite beaucoup d'efforts au niveau politique et au niveau étatique. Docteur Sahar Ali, en tant qu'expert média, comment voyez-vous la crise opposant les médias de l'État face aux médias du secteur privé? L'Égypte, c'est un cas très spécial parce que nous avons la maison de la radio-télévision égyptienne. Elle souffre de beaucoup de problèmes. On ne pourrait pas imaginer une maison de radio-télévision qui a ce nombre d'employés. Ça, c'est une surcharge énorme sur le système médiatique public égyptien. Et à mon avis, c'est l'une des raisons principales qui a joué un grand rôle dans je dirais pas la dégradation, mais dans le retard de ce service public qui était un service phare non seulement en Égypte, mais aussi sur le plan régional durant certaines années. Et donc, il faut qu'il y ait une structuration de cette maison pour qu'elle puisse continuer d'une façon, non pas qui sera égale au service privé, mais au moins qui répond aux exigences principales d'un service public étatique. Docteur Sahar Ali, expert média, interprète, journaliste, merci de nous avoir accordé ce petit tour dans votre monde, mais nous avons encore beaucoup à découvrir. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Et il y a encore beaucoup à découvrir dans la trajectoire de Dr Sahar Ali qui a commencé sa carrière dans le supérieur, parce que le supérieur ou l'université, c'est le seuil de la carrière. Elle a pensé à une carrière d'interprète puisqu'elle a fait une école de langue et du coup, elle s'est penchée vers les médias et en devenant petit à petit experte, étant donné qu'elle a préparé une thèse de doctorat sur l'identité arabe projetée sur les écrans télévisés arabes. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir. Retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure. Merci.